Alors, d'abord, peut-être on va revenir presque aux choses les plus élémentaires, c'est-à-dire la conscience n'est peut-être véritablement elle-même qu'à partir du moment où la mémoire est intervenue. Donc c'est un peu le contraire, hein. La conscience présuppose la mémoire. Sans la mémoire, qu'est-ce qui se passerait? On n'aurait que des consciences instantanées, c'est-à-dire des expériences pures, non cumulatives, non capables d'être rapportées dans un récit, non capables d'être synthétisées de manière à pouvoir suivre un fil directeur dans sa propre vie. Et donc, quand j'ai une expérience que je ne retiens pas, tout se passe pour moi comme si je n'avais jamais été conscient de cela. Donc la conscience suppose la mémoire. Bergson le disait, il disait même que la conscience est mémoire. Moi, je ne dirais pas ça. Dire que la conscience est mémoire, c'est oublier qu'il y a une expérience pure instantanée qui ensuite est cumulativement articulée avec d'autres expériences pures instantanées de façon à former une lignée autobiographique. Euh, il y a même Bertrand Russell qui disait quelque chose comme ça. La conscience est mémoire. Maintenant, on inverse la question. Est-ce qu'une mémoire peut être reconstruite par une conscience? Si une conscience, précisément, n'est telle qu'à partir du moment où elle s'est forgé un récit, elle va avoir tendance, effectivement, à forger tous les récits possibles. Et quand elle est un petit peu perdue, qu'elle ne sait plus comment faire, elle peut éventuellement devenir mythomane et inventer des récits qui la structurent. Donc ce n'est pas une fonction standard de la conscience que d'élaborer bien sûr des faux récits. Sa tendance est plutôt d'essayer de récupérer le bon récit et de se définir comme finalement la pointe avancée d'un récit assez long et d'une cumulation d'états d'expériences vécues. Mais si elle n'y arrive pas, si elle est mise dans des situations de difficulté et qu'elle est obligée en quelque sorte de se définir elle-même par un récit, elle peut en venir à faire un récit quasi mythomaniaque. Et c'est pourquoi, comme je pratique par ailleurs cette méthode d'interview dont je vous parlais, la méthode dite d'explicitation qui a été inventée par Pierre Vermeersch et perfectionnée par pas mal de chercheurs, dont Claire Petit-Mangin, et aussi qui est appelée aussi maintenant l'entretien microphénoménologique, nous savons bien que c'est une chose qui peut se passer. Mais le but de la technique en question, c'est de mettre les personnes dans ce qu'on appelle l'état d'évocation, c'est-à-dire de suspendre leur moment d'identification, leur moment d'interprétation, le désir qu'ils ont justement de faire récit, suspendre tout ça et les remettre en contact avec un moment d'expérience. Et ce n'est qu'à partir du moment où ils sont totalement en contact avec ce moment d'expérience, chose qu'on peut évaluer par des signes corporels, des gestuels, en quelque sorte des symptômes verbaux et paraverbaux, eh bien, à ce moment-là, on va commencer à les interroger et on ne prêtera crédit à leur récit que si ce récit vient véritablement de ce moment de pur contact avec une expérience passée qu'on est capable d'évaluer. Si le récit vient d'autre chose, si le récit est un récit qui a été un petit peu forcé par un désir d'interprétation, on sait que ça peut être purement mythomaniaque. Donc c'est un petit peu ça la technique qu'on va employer.